Alors, aujourd'hui, je vais parler de la saison 9 d'American Horror Story. Alors, la saison 9 d'American Horror Story, beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes, et quand je dis beaucoup de personnes, c'est beaucoup de personnes, parce que American Horror Story, c'est une série... American Horror Story, c'est une série qui a été nominée aux Golden Globes et aux Oscars. Donc c'est quand même une série... voilà. C'est quand même une série qui est bien cotée. C'est l'une des meilleures séries, ça a été dit, hein, c'est l'une des meilleures séries d'horreur pas au monde, mais c'est l'une des meilleures séries d'horreur en fait. La série a été réalisée, la série a été réalisée par Ryan Murphy. Donc la série a été réalisée par Ryan Murphy, réalisateur de la série Glee, qui est totalement autre chose. Et donc, American Horror Story est une série culte. Une série culte, qu'est-ce que c'est? Une série culte, c'est une série anthologique. Une série anthologique, c'est évidemment un synonyme de culte. Anthologique, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire. Anthologique, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire. Et une série anthologique, une série d'anthologie, c'est une série où chaque saison a sa propre histoire. Par exemple, American Horror Story commence avec Mother's House. American Horror Story commence avec Mother's House. Et Murder's House, c'est l'histoire d'une famille, la famille Harmon, qui s'installe dans une maison. La Mother's House. Ils s'installent dans cette maison et c'est l'histoire de cette maison hantée. Ensuite, on a la saison 2, qui s'appelle Asylum. À ne pas confondre avec Asylum, mais Asylum. Donc Asylum, ça parle de Sir Jude, qui est une nonne, qui a beaucoup de projets pour un asylum, donc un asile. Elle a beaucoup de projets pour un asile, une maison pour les fous, et elle a vraiment beaucoup de projets pour cet asile. Et un jour, il y a Lana, une jeune, euh, une jeune, pas, pas une pas une reporter, une journaliste, voilà. Une jeune journaliste qui vient faire un article sur la boulangerie de cet établissement. Donc Lana vient faire un article sur la boulangerie de l'asylum, donc de l'établissement pour les fous. Et elle est enfermée par Sir Jude de son plein gré, contre sa volonté en fait, elle est enfermée. Et on lui diagnostique tout de suite les mêmes symptômes que les personnes qui sont enfermées. Évidemment, ce sont des symptômes lourds, ce sont des symptômes lourds et durs à voir dans cette série. Donc il faut quand même s'accrocher parce que déjà que la saison 2, c'est l'une des meilleures. Pour moi, la saison 2, c'est vraiment la meilleure. Ce qui est juste dommage, c'est que la saison 2 soit la plus courte, parce elle n'a que 11 épisodes. Enfin, c'est pas la plus courte avec les dernières qui sont sorties, mais dans les anciennes, c'est la plus courte parce qu'elle n'a que 11 épisodes. Ensuite, on a la saison 3, Coven, qui se base sur le procès de Salem. Le procès de Salem, c'est le procès de ces jeunes filles qui ont été pendues à tort parce qu'on avait cru et on avait pensé qu'elles avaient bu le sang des enfants. Donc elles ont été pendues à tort. Et la saison 3 se base entièrement sur le procès de Salem. Et on retrouve une jeune fille qui va, Zoé, qui va se retrouver après avoir tué son petit ami pendant l'acte. Après avoir tué son petit ami pendant l'acte, pendant qu'il faisait l'amour, après avoir tué son petit ami, elle se retrouve dans une école des sorcières. Et une jeune femme appelée Fiona Good lui dit qu'elle a des dons de sorcellerie. Et une autre femme, Cordelia Fox, va lui montrer comment utiliser ses dons et comment utiliser ses dons de sorcellerie. Comment devenir une bonne sorcière. Voire même peut-être une suprême.
la suprême des sorcières, c'est celle qui a tous les pouvoirs. Ensuite, il y a la saison 4. La saison 4, c'est Freak Show. Freak Show, c'est un show, donc ça parle d'un un spectacle. Ça parle d'un spectacle, d'un cirque. Ça parle d'un cirque, un spectacle qui est fait uniquement avec des personnes qui ont un handicap physique. Un handicap physique et lourd. Donc, comme par exemple, si je me souviens bien, il y a une femme qui n'a pas de jambes. Il y a une femme qui n'a pas de jambes. Il y a une femme qui est en grave surpoids. Il y a, il y a deux jumelles. Ça c'est le culte de Freak Show. C'est le culte de Freak Show, c'est la chose dont tout le monde se souviendra pour ceux qui ont vu American Horror Story. C'est les jumelles avec l'autre jumelle elles sont attachées par le cou. Qui a d'ailleurs été jouée par l'actrice Sarah Paulson. Petit point culture pour ceux qui, Petit point culture pour ceux qui ne le savaient pas, la saison 4 d'American Horror Story a été très difficile pour l'actrice Sarah Paulson. Ça lui a valu, ça lui a valu une dépression et un rôle trop dur à jouer, parce que ce rôle était presque trop dur à jouer pour elle, donc ça lui a valu une dépression et une dépression très grave en fait. Donc il a fallu arrêter. Je crois qu'il a même fallu arrêter le tournage le temps qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle reprenne conscience et qu'elle revienne sur le plateau jouer les jumelles siamoises. Donc voilà, petite info. Donc ça parle d'un cirque qui est entièrement fait de personnes qui ont un handicap lourd et physique. Donc physique, ça veut dire qu'il se voit. Je vous explique juste. Je vous explique juste, je suis pas en train de vous prendre pour les cons, je sais que vous savez ce que ça veut dire un handicap physique, mais j'explique quand même. Ensuite, on a la saison 5 qui parle de Hôtel, donc qui s'appelle Hôtel. La saison 5 qui s'appelle Hôtel parle de l'hôtel Cortez. Encore une fois, petit point culture pour ceux qui ne le savent pas, petit point culture, l'hôtel Cortez existe vraiment. L'hôtel Cortez existe vraiment, petit point culture, elle existe, elle est à Los Angeles et on peut aller la voir, on peut la visiter. Et on peut la visiter, on peut même aller dormir dedans et passer une nuit. C'est un hôtel qui existe en fait. Et, et on peut aller la visiter, elle est à Los Angeles. Deuxième petit point culture, je reviens sur la saison 4. Freak Show. Dans Freak Show, on voit un musée qui s'appelle le musée de l'horreur, dans lequel il y a des fœtus dans des bocaux, dans lequel il y a des fœtus dans des bocaux, dans des boîtes dans les transparentes, dans des vitres. Donc derrière des vitres, il y a des fœtus ou alors des squelettes mal formés, toutes des anomalies de la nature. Ce musée existe vraiment aussi. C'est morbide, mais ce musée existe vraiment aussi. Le musée de, le musée de l'horreur est un musée qui existe. Il est, je crois, il est en Amérique, mais je sais plus où. Je sais plus où, donc je vais pas essayer de le dire. Mais j'hésiterai pas une seconde à dire qu'il est en Amérique. Et c'est un musée qui existe vraiment. Et en fait, tout ce qu'on voit dans Freak Show, quand ils sont dans le musée de l'horreur et qu'ils apportent chaque fois une anomalie de la nature, une personne qui faisait partie du Freak Show, donc une personne avec un handicap physique, à chaque fois qu'ils apportent une partie de son corps et qu'ils la mettent sous verre, en fait, toutes ces choses existent pour de vrai dans ce musée qui est en Amérique. Je reviens sur la saison 1. Encore une fois, petite information à propos de la saison 1, donc Murder House. Murder House, petite information, l'acteur Evan Peters a dû, pour incarner l'homme en latex, l'acteur Evan Peters a dû en fait se mettre du lubrifiant sur tout le corps. Je trouve ça assez drôle, personnellement. Personnellement, je trouve ça assez drôle. L'acteur Evan Peters a dû se mettre du lubrifiant sur tout le corps et vraiment partout pour pouvoir rentrer dans la combinaison parce que c'est une combinaison en latex. Donc ça accroche. Ça accroche parce que c'est une combinaison à latex et il a dû se mettre du lubrifiant sur tout le corps pour pouvoir se glisser dedans.
Pour ceux qui n'ont pas vu dans la série, il y a une tirette derrière, donc ça a été plutôt facile à mettre. Mais voilà. Bref. J'étais donc à Hôtel. Ensuite, il y a Roanoke. Roanoke, Roanoke, c'est l'histoire du peuple de Roanoke. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le peuple de Roanoke, c'est un ancien peuple indien, c'est une ancienne colonie indienne qui existait avant, et le peuple de Roanoke a vécu en Amérique, sur les terres d'Amérique, et est venu les coloniser. Donc le peuple de Roanoke, c'était un peuple indien, un ancien peuple indien qui est venu coloniser les terres américaines. Et ça parle en fait d'une maison, un couple qui s'installe dans une maison. La maison d'enfance du mari de la jeune femme. Ils viennent s'installer dans la maison d'enfance du mari de la jeune femme, donc la maison dans laquelle il a passé son enfance. Et cette maison est tout de suite sujette à des événements paranormaux et des personnes qui viennent s'attaquer à la maison, entre guillemets, des barbares. Entre guillemets, des barbares et des événements surnaturels viennent s'attaquer à la maison. Ensuite, plus tard, quelques années plus tard, le peuple Roanoke arrive. Donc le peuple Roanoke, quelques années plus tard, arrive sur les terres de la maison, parce qu'en fait, les terres qu'ils ont colonisées, c'est sur lesquelles se trouve la maison. Et le couple disparaît quelques années plus tard. En fait, le couple a fui la maison, donc ils sont partis. Et encore quelques années plus tard, elle est très compliquée à comprendre, la saison 6. La saison 6, elle est très compliquée à comprendre parce que ça parle d'une maison et en même temps ça parle d'une télé-réalité. Donc quelques années plus tard, dans cette maison dans laquelle tous les événements se sont passés et le peuple Roanoke qui est arrivé avec les habitants de la maison qui ont fui cette maison, quelques années plus tard, une télé-réalité vient s'installer dans la maison pour tourner une sorte de télé-réalité, un show TV, dans lesquels ils ont mis plusieurs personnes qui se sont inscrits, eux, à ce show TV, à ce show télévisé, à cette télé-réalité, et ils participent tous et ils vivent dans cette maison, dans la maison de Roanoke. Sauf que très vite, la télé-réalité ne se transforme plus en télé-réalité comme elle devait l'être, mais en télé-réalité qui va prendre un tournant horrifique. Donc la télé-réalité prend un tournant horrifique et très vite le peuple de Roanoke revient et vient hanter la même maison et les personnes qui font partie de la télé-réalité. Ensuite, ils comprennent qu'il y a le peuple de Roanoke qui arrive et on peut voir le personnage de Lady Gaga incarner, on peut voir le personnage de Lady Gaga, la chanteuse Lady Gaga, incarner une sorcière. Une sorcière qui apparemment serait la première suprême serait la toute première suprême et la seule suprême, la plus grande des suprêmes de toutes les sorcières dans la troisième saison Coven. Euh, c'est ce qui a été dit par le réalisateur. Apparemment, ça aurait été la toute première suprême depuis les sorcières qu'il y a dans la troisième saison Coven. Et donc, il y a toute une histoire autour d'elle, toute une histoire de sorcellerie autour de cette femme qui serait la plus grande des suprêmes. Et après, on a la saison 6. Après la saison 6, on a la saison 7. La saison 7, c'est une saison particulière aussi. Elle est inspirée La saison 7, c'est une saison particulière. Elle est inspirée des élections de Donald Trump. Donc on a tous connu Donald Trump. C'est pour ça qu'elle s'appelle Culte, justement. C'est pour ça qu'elle s'appelle Culte, justement, la saison 7. Elle s'appelle Culte parce que ça a été un moment culte dans l'histoire, les élections de Donald Trump. Donc, comme les élections de Donald Trump ont été un moment culte de l'histoire, un moment qui a marqué l'histoire, euh, bien évidemment, le nom de la saison s'appelle Culte. Et ça parle donc des élections de Donald Trump. Et autour des élections de Donald Trump, les personnes qui sont pour Donald Trump vont commencer à former des sectes dans le monde et il va y avoir de plus en plus de meurtres. Il va y avoir de plus en plus de meurtres, de plus en plus de morts et de plus en plus de personnes retrouvées mortes.
beaucoup de personnes qui sont contre Donald Trump vont se mettre ensemble et former une secte contre lui, et il va y avoir une sorte de révolution. Et Clay, un homme simple qui était... on comprend pas trop ce qu'il veut. Dans la saison 7, on comprend pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop s'il est pour ou contre, mais Clay essaye de lancer une révolution contre le gouvernement. Donc contre le gouvernement américain, il essaye de lancer une révolution et va lancer une sorte de secte qui va devenir mondiale et qui va devenir virale avec des clowns. D'ailleurs, la saison 7, le premier épisode de la saison 7 commence comme le premier épisode de la saison 4. Donc le premier épisode de la saison 7 commence comme le premier épisode de la saison 4 avec le clown Twisty, qui est un clown tueur, parce que la saison 7 parle de clowns tueurs, principalement. Principalement, elle parle de clowns tueurs. Ensuite, on a la saison 8. On a la saison 8, ensuite Apocalypse, qui, elle, parle de la fin du monde, et certaines personnes sont choisies à cause de leur groupe, de leur ADN, de leur groupe génétique. Donc certaines personnes sont choisies pour survivre à l'apocalypse grâce à leur groupe génétique, donc grâce à leur ADN. Certains sont choisis et certains ne sont pas choisis. Certains ont payé pour pouvoir survivre et ils arrivent dans quelque chose qu'ils appellent l'avant-poste 3. Et l'avant-poste 3, c'est un poste de survie. Et dans la saison 3, dans la saison 8, on va aussi parler de la saison 3, mais dans la saison 8, Apocalypse, en fait, un twist. C'est un twist, un mélange entre la saison 1, Murder House, et la saison 3, Coven. C'est un twist entre les deux, et ça parle de la Murder House, et ça parle de Coven, l'école des sorcières. En fait, du côté de l'école des sorcières, on a le passé de l'école des sorcières, où il y avait aussi l'école des sorciers, une école de garçons sorciers qui essayaient de sensibiliser leurs troupes. Donc il y avait cette école de garçons sorciers qui vivaient dans un sous-sol, contrairement aux filles qui, elles, vivent dans une grande maison blanche, comme on voit dans la saison 3. Et les garçons essayent de trouver un sorcier particulier qui pourrait devenir un suprême, donc qui pourrait devenir un sorcier suprême. Sauf que les filles, elles, les filles suprêmes, euh, c'est hors de question pour elles. C'est hors de question, et il y a donc ce twist entre ce qui s'est passé avant les sorciers et les sorcières, et ce twist avec la Murder House, où ils vont aller et venir, aller et venir. Et il y a cette histoire de la Murder House avec le petit garçon. Et donc avec le petit garçon qui est le fils d'une humaine et le fils du diable. Donc ce petit garçon qui est le fils du diable et qui est le fils d'une humaine aussi. Donc il y a cette histoire-là, donc il y a un twist entre ça, entre cette histoire-là, et un twist entre le passé de la saison 3 de American Horror Story, donc avec les sorcières. Et la saison 8, elle est juste géniale avec ce twist entre les deux saisons, la 1 et la 3. Ce twist fonctionne super bien, ce mélange des deux. Et ça incarne, je trouve que la saison 8, elle incarne vraiment les deux saisons principales, la 1 et la 3. Elle les incarne super bien et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc j'ai regardé, maintenant que j'ai vu la 8, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Maintenant que j'ai vu toutes ces saisons, j'ai regardé la 9 et j'ai vu le premier épisode. La saison 9 se débrouille plutôt pas mal. Vraiment, je l'ai pas trouvé si semblable que ça, en fait, à Vendredi 13. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire que ça ressemble à Vendredi 13, honnêtement? Honnêtement, qu'est-ce que ça peut faire que ça ressemble à Vendredi 13? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, mais ça ressemble à Vendredi 13, et les épisodes sont trop longs. Oui, mais les épisodes sont pas assez longs.
et ça ressemble trop à Vendredi 13. Qu'est-ce que ça peut faire? Honnêtement, si ça ressemble à Vendredi 13, ça ressemble à Vendredi 13. Ça reste une série, ça reste une série anthologique, ça reste une série qui parle à chaque fois d'une histoire différente dans chaque saison. Ça reste une série qui parle d'histoires différentes dans chaque saison. Et honnêtement, si la saison 9 est rattachée à Vendredi 13, ça reste une histoire différente, mais si elle est rattachée à Vendredi 13, je vois pas ce que ça change. Parce que pour la série American Horror Story, la saison 9 reste une histoire différente de la saison 8, de la saison 7, de la saison 6, de la saison 5, de la saison 4, de la saison 3, de la saison 2 et de la saison 1. Ça reste une histoire différente. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien. Et ce qui était cool, c'est que... Enfin, j'ai quand même quelques petites choses à dire par contre avec la saison 9. Euh, Juste, à partir de quel moment tu te dis je vais réouvrir un centre de vacances dans lequel il y a eu un massacre? Déjà, j'ai pas compris le principe de faire venir des adolescents qui ont plus de 20 ans dans un centre. Dans un centre, c'est pas un centre. J'ai pas compris le principe de faire venir des adolescents, donc des personnes qui ont plus de 20 ans, dans cet endroit, dans ce camp de vacances. Pourquoi faire venir des personnes qui ont plus de 20 ans dans un camp de vacances pour passer leurs vacances? Oui, mais surtout les faire venir là pour qu'ensuite il y ait des enfants qui viennent aussi. Ça, j'ai pas compris. Enfin, c'est quand même. Au pire, vendredi 13, ça aurait ressemblé déjà. Déjà, ça aurait ressemblé honnêtement à vendredi 13 si ça avait été un groupe de jeunes qui arrivent dans un camp de vacances et ils se font tous buter les uns après les autres. Là, ça ressemble à vendredi 13. Là, c'est des jeunes qui arrivent dans un camp de vacances et ils apprennent la présence d'un tueur. Deuxième chose que j'ai pas compris, enfin, deuxième chose que j'ai. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai trouvé plutôt illogique. Deuxième chose que j'ai trouvé plutôt illogique, à partir de quel moment tu places un camp de vacances juste à côté d'un asile psychiatrique? Non, mais il faut m'expliquer ça. À partir de quel moment tu places un camp de vacances à côté d'un asile psychiatrique? Un asile psychiatrique qui d'ailleurs a fuité. Donc un asile psychiatrique qui a fuité. Donc les fous sont sortis. Il y a un fou qui a déclenché l'alarme et principalement l'un des fous, celui qui avait foutu la merde et qui avait tué tout le monde, qui avait trucidé tout le monde. Celui qui avait trucidé tout le monde, qui avait tué tout le monde dans le camp de vacances et qui depuis il y a cette histoire horrible qui rôde autour. Celui-là bah, s'est évadé. À partir de quel moment tu mets un asile psychiatrique à côté d'un camp de vacances? Et à partir de quel moment tu te dis je vais le réouvrir quand tu sais qu'il y a un asile psychiatrique juste à côté? Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé illogique. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé illogique, mais sinon la série se démerde plutôt pas mal. Évidemment, je parle que de l'épisode 1 parce que j'ai pas vu toute la série. J'ai pas vu toute la saison. J'ai vu que l'épisode 1, donc je parle de l'épisode pilote qui je pense s'appelle a le nom de l'endroit dans lequel ils vont. J'ai oublié le nom de l'endroit dans lequel ils vont, j'ai oublié. Je crois que je sais plus, c'est Blood quelque chose. C'est Blood quelque chose, mais j'ai oublié le nom du camp de vacances. Le camp de vacances, j'ai oublié son nom, mais je sais que c'est Blood quelque chose. Euh, j'ai oublié. Bref. De toute façon, je regarde l'épisode 2 ce soir, donc de toute façon, je regarde l'épisode 2 ce soir, donc le nom reviendra peut-être. Mais j'ai trouvé qu'elle se démerdait plutôt pas mal. Et à un moment, ils sont tous autour du camp, ils sont tous à l'extérieur du camp, et il y a une jeune femme, il y a une femme, je crois que c'est une infirmière. C'est une infirmière, l'infirmière du campement commence à raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit d'horreur où ils se sont tous fait buter. La nuit d'horreur où ils se sont tous fait buter, la nuit d'horreur où ils se sont tous fait trucider et massacrer. Elle commence à raconter dans les détails qu'il y a eu 10 victimes. Après, il y a la personne qui a la gardienne du campement
qui a réouvert le campement, qui a décidé de le réouvrir. Elle arrive et elle dit, quitte à raconter une histoire, raconte-la bien. Et elle s'assied et elle raconte qu'il n'y avait pas 10 victimes, mais 9. Et elle s'installe et elle dégage ses cheveux comme ça et elle montre et elle a l'oreille coupée. Et je trouvais que le make-up était juste parfait. On lui avait coupé l'oreille et au lieu de faire une oreille difforme comme ça qui aurait cicatrisé, ils ont juste un trou sur le côté comme ça, avec une cicatrice en cercle. Ils ont juste fait une cicatrice en cercle avec le trou de l'oreille, le trou des tympans, le trou qu'on a dans l'oreille en fait. Et au lieu de faire une oreille qui aurait été déchiquetée et qui aurait été coupée, lacérée et qui aurait cicatrisé bizarrement et qui serait difforme d'un côté et normal de l'autre, ils ont juste fait un trou et je trouvais que c'était juste assez pour mettre une ambiance d'angoisse et montrer qu'elle a vraiment participé à l'horreur et qu'elle a vraiment vécu le massacre et ce qui s'est passé cette nuit-là. Et puis, quand elle explique, il y a un flash qui montre ce qui s'est passé réellement cette nuit-là. Et on comprend alors que cette jeune femme est très religieuse. Ça se voit pas du tout, mais on comprend qu'elle est très religieuse. Parce que cette nuit-là, elle avait expliqué qu'elle n'avait pas bougé, mais qu'elle avait gardé l'esprit lucide. Elle avait gardé l'esprit lucide, elle avait gardé l'esprit en place. Elle n'avait pas bougé, elle était restée par terre entre les morts et entre les cadavres, elle était restée par terre et elle avait gardé les yeux ouverts et elle avait attendu que le tueur vienne lui couper l'oreille. Et elle avait fixé la lumière en espérant qu'elle survivait. Et elle a survécu, et quand tu vois ça, à partir de ce flash, elle ne parle plus que de religion. Donc, par exemple, elle ne parle plus que de religion. Les garçons ne peuvent pas copuler avec les filles. Il peut y avoir des rapports sexuels, mais ils doivent être prévenus. Ils doivent être dits à la gardienne. Il y a un temps, il y a un temps exact où on peut rester à l'extérieur et où on peut rester à l'intérieur. Il y a un temps limité où on peut rester entre eux. Et tout ça est toujours lié à quelque chose de religieux par rapport à la gardienne qui est très stricte et qui est vraiment très stricte sur ce point en fait. Et donc j'ai trouvé ce côté religieux mis en place dans la saison 9. Déjà par rapport à l'épisode 1, ce côté religieux mis en place dans la saison 9 était plutôt bien parce que dans les massacres à la tronçonneuse, dans les films de serial killer et dans les Vendredi 13, je suis désolé mais il n'y a pas de côté religieux. Alors là j'ai trouvé ça plutôt bien. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller commencer la saison 9 d'American Horror Story. Parce qu'elle a l'air plutôt pas mal.